Chers amis, bien le bonjour. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question essentielle. Suis-je un clown? D'abord, je vous donne le contexte. En fait, il y a deux contextes. Il y a un contexte plus direct, c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai mis en place cette expérience de DCA dans les cryptos pour pouvoir comparer la performance d'un portefeuille crypto avec la performance d'un DCA dans le SP500, j'ai reçu beaucoup de commentaires me disant « Tu es un clown, tu achètes vraiment au pire moment ». Je répondrai à cette attaque et au-delà de ça, je voudrais développer une réflexion sur comment se positionner par rapport aux critiques. Et c'est là qu'on en vient au deuxième contexte. J'avais écrit un premier ouvrage de rhétorique qui s'appelle 12 leçons de rhétorique pour prendre le pouvoir. C'est un livre qui a pas mal marché, c'est un livre qui s'est vendu je crois à plus de 10 000 exemplaires et là je viens de mettre le point final à mon second ouvrage, 12 leçons de dialectique pour gagner la guerre des idées, et je voudrais partager quelques idées que j'ai développées dans ce cadre. Je pensais d'abord publier ce livre en auto-édition, puis finalement j'ai décidé de l'envoyer à mon éditeur et donc on va plutôt viser une publication à la rentrée. Donc première partie de cette vidéo, réponse à cette critique, je suis un clown. Il y a deux volets à cette attaque. Il y a une première attaque qui est sur ma cohérence, parce que effectivement j'ai publié sur cette chaîne des vidéos pour dire je ne mettrai jamais un centime dans le Bitcoin, je pense que la vocation du Bitcoin est de revenir à zéro, et maintenant je me retrouve à faire un DCA dans les cryptos, ce qui montre une forme d'inconséquence, une certaine forme d'inconstance. La manière dont je réponds à ça, c'est que j'ai pas changé ma thèse d'investissement sur les cryptos. Je considère toujours que la vocation du Bitcoin et de l'Ether, du fait qu'ils n'ont pas de fondamentaux, et je sais que ça agace beaucoup de monde quand on dit ça, mais vous devez comprendre que quand on parle de fondamentaux dans le monde de la finance traditionnelle, ça veut dire que vous avez des comptes à étudier, et je sais qu'on peut faire de la tokenomics et ce genre de choses, et que vous avez certains jetons de protocole, que vous avez également certaines cryptos qui jouent un petit peu la fonction des actions que vous avez dans le private equity, mais pour ce qui est de l'Ether et du Bitcoin, je maintiens que cette idée qu'ils ont des fondamentaux, c'est une analogie tiré par les cheveux, et qu'on ne peut pas appuyer une thèse d'investissement sur le Bitcoin sur des critères de rentabilité. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de cash flow, il n'y a pas de publication de résultats, donc vous ne savez pas quelle est la valeur intrinsèque de ce que vous achetez. Et puis l'autre chose, c'est que non, j'ai pas commencé à investir dans les cryptos, je fais une expérience pédagogique, et si vous regardez mon patrimoine, donc déjà il y a une partie de mon patrimoine que vous ne voyez pas et dont je ne vais pas parler, car je suis aussi investisseur dans de l'immobilier physique, que c'est l'immense majorité de mon patrimoine à ce jour, et à côté de ça je suis investi à hauteur de quelque chose comme 110, 120 000 euros sur les marchés financiers, donc dans des actions et des ETF, et dans cet écosystème de la finance décentralisée, je suis à 99,9% investi dans des stablecoins et dans des propriétés chez Realty. Donc ce n'est pas parce que je mets 10 balles par semaine dans un petit DCA qu'on peut me faire passer comme un crypto bro, comme un investisseur dans les cryptos. Le point, c'est que je ne suis pas dogmatique et que je trouve ça intéressant de mener cette expérience pédagogique, ne serait-ce que pour éviter à mon public de s'enfermer dans les mêmes erreurs que moi, pour éviter à mon public d'être aussi borné que moi, car s'il s'avérait qu'effectivement un DCA dans le Bitcoin et l'Ether surpasse largement les performances du SP500, eh bien je pourrais me mordre les doigts, mais au moins mon public en aura conscience, mon public le saura, et mon public pourra faire des choix plus avisés que les miens. Vous avez vu les amis, ça c'est un rat musqué. Et je trouve que le nom rat musqué, ça les dessert, parce que vous avez plein de gens qui considèrent que c'est de la vermine. Déjà, je trouve que c'est pas sympa de considérer que certains animaux sont des vermines, mais si le terme rat musqué vous fait peur, dites-vous que c'est des genres de castors. Voilà, ce sont de mignons petits castors qui font leur tanière dans les berges des rivières, qui s'occupent de leurs enfants, qui se promènent, qui ne font mal à personne et qui sont très mignons. Donc oubliez le terme rat, dites castor à la place, et comme ça tout le
le monde sera plus heureux. Pour ce qui est de la critique, t'es un clown d'acheter du Bitcoin maintenant alors qu'on est sur les plus hauts, ça je trouve que c'est une critique qui est plus facile à réfuter parce que précisément, ce que je cherche à démontrer, c'est est-ce que le Bitcoin et l'Ether sont des investissements qui se tiennent autant que le SP500. Et moi, avec le SP500, j'ai une approche d'investisseur, c'est-à-dire que c'est pas parce que le SP500 tape ses plus hauts que je vais arrêter mon DCA. Je suis pas un trader. Je parie sur le fait que les entreprises qui composent le SP500, notamment les moteurs du SP500, vont continuer à grandir, vont continuer à faire des bénéfices et que donc dans 10 ans, mon point d'entrée n'aura aucune importance. Et ce que j'essaie de vérifier, c'est précisément est-ce que le Bitcoin et l'Ether peuvent avoir la même fonction dans un portefeuille? Est-ce qu'on peut, sans se soucier des points d'entrée, tabler sur le fait que ce sont de bons actifs et des bons actifs qui donc dans 10 ans auront beaucoup plus de valeur qu'aujourd'hui. Donc tous les petits délires du type ouais regarde les points d'entrée, regarde les flux, regarde le nombre d'abonnés chez Asher, regarde le nombre de téléchargements de l'application Coinbase, regarde si ton chauffeur de taxi commence à parler des cryptos, tout ceci c'est de la gnognotte de petits guignols traders, mais en tout cas ce ne sont pas des investisseurs raisonnés et moi ce qui m'importe vu que je m'adresse à des gens qui sont raisonnables, c'est est-ce que nous qui prenons soin de nos finances, nous pouvons avoir de belles performances dans ce genre d'actifs sans essayer de timer les marchés, ce qui est suicidaire sur le long terme. Est-ce qu'on peut avoir de bonnes performances en mettant un petit peu d'argent dedans de temps en temps? Ceci étant posé, on va maintenant dézoomer comme on aime bien le faire dans ce format qui a une dimension plus philosophique que le reste des contenus que je publie sur cette chaîne, pour se demander est-ce que au fond ça vaut la peine de répondre aux critiques? Parce que en m'entendant comme ça me justifier, certains vont dire mais tu devrais laisser passer, il ne faut pas se justifier. Si tu te justifies, c'est que tu donnes de l'importance aux critiques. Et donc je voudrais prendre le temps de partager avec vous mon expérience là-dessus, expérience qui m'a amené à écrire mon second livre. La première chose, c'est que vous devez avoir conscience que tout ce discours là du type il ne faut pas répondre aux critiques, si vous répondez aux critiques c'est que vous prenez les choses personnellement, ce sont des principes qui viennent d'une philosophie issue du développement personnel. Cette philosophie issue du développement personnel a souvent un terreau, si vous voulez, bouddhiste. À savoir, finalement, il faut se détacher du présent. Vous devez faire un travail d'introspection, essayer de trouver votre trésor intérieur et trouver la quiétude, méditer, faites-vous un petit thé au jasmin, etc. C'est sympa, mais de jamais vraiment goûter cette philosophie. Moi, j'ai plus une philosophie nietzschéenne. Nietzsche qui a fait une critique virulente du catholicisme. Le catholicisme, si vous voulez, c'est plus si on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite. Et Nietzsche décrit ça, et je pense qu'il a raison, comme une philosophie du faible qui est adossée sur le fait que plus vous êtes un loser ici et maintenant, et mieux vous serez récompensé dans l'au-delà. Je préfère le vin d'ici à l'au-delà. Je préfère les tiens au tu l'auras. Et au-delà de ça, je trouve que si on en revient à la philosophie un petit peu quête intérieure, bouddhisme, détachement, on vit pas en autarcie, hein. Et à ce principe selon lequel il ne faut pas prendre les choses personnellement, j'aurais tendance à opposer que si tu ne te soucies pas de la politique se souciera de toi. Sous-entendu, si tu ne réponds pas aux critiques, tu risques sur le long terme de donner une image de quelqu'un de faible et tu justifies ça au nom du fait qu'il ne faut pas prendre les choses personnellement, mais toutes les fois que tu esquives les critiques, que tu esquives le conflit, tu perds des opportunités de te renforcer et donc de développer les stratégies, les tactiques, le courage et le caractère nécessaires à te protéger non seulement toi-même, mais aussi ceux dont tu as la responsabilité, ceux que tu aimes. Mais je m'égare, je vais trop vite en besogne, car avant de vous parler de l'attitude que j'ai aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'attitude que j'ai longtemps eue. Donc même si, au fond de moi, je ne goûtais pas de cette philosophie du détachement, du développement personnel, dans le même temps, j'ai longtemps évité de me positionner sur des sujets politiques. Pourquoi ? Parce que je considère, et ça je pense que j'ai raison sur ce point, qu'on devrait consacrer la majorité de notre temps, non pas à se perdre dans des sujets idéologiques, 80% de notre temps doit être consacré à développer une expertise dans un domaine pour pouvoir apporter de la valeur à des gens qui en ont besoin. C'est pour ça qu'on se bat, c'est pour ça je pense qu'on est là sur cette terre, pour devenir le meilleur possible et par nos conseils, par nos contenus, par nos formations, par nos interactions, permettre aux autres de
de bénéficier de nos savoirs, de bénéficier de nos erreurs, de bénéficier des connaissances et des compétences qu'on a accumulées. Ce qui m'a fait changer de point de vue là-dessus, c'est que si vous ignorez les attaques, si vous ignorez les critiques, la première chose, c'est que vous allez perdre en crédibilité. Parce que si quand on tape votre nom sur les réseaux sociaux, il n'y a que des attaques, que des contenus qui visent à vous rabaisser et qu'il n'y a aucune réponse de votre part, sur le long terme, votre image en prendra un coup. Votre public qui lui aussi peut voir les critiques qui vous sont adressées se dira mais finalement peut-être qu'il est un peu faiblard, peut-être qu'il n'assume pas suffisamment bien ses idées. Donc ça c'est un des points qui m'a fait changer mon fusil d'épaule. Si tu veux continuer à faire ce que tu aimes, si tu veux continuer à former les gens, si tu veux continuer à aider les gens à progresser, ils doivent te respecter et ça veut dire que quand quelqu'un t'attaque, tu lui réponds, tu lui rentres dedans, ne serait-ce que pour montrer à ceux qui te suivent et à ceux qui te font confiance qu'il n'y a pas de mal à penser comme on pense, il n'y a pas de mal à faire ce que l'on fait, personne n'a le droit de nous mépriser. Et aujourd'hui, ça, c'est ma politique par défaut. Si on m'attaque, je réponds. Alors évidemment, c'est si j'ai envie, parce que ça, c'est aussi très important. Il y a une question d'intégrité. Quand j'ai pris l'optique de répondre aux attaques, mes réponses aux attaques, c'est dans un format qui est sur la chaîne secondaire qui s'appelle le drama productif. Et quand j'ai pris l'optique de répondre aux attaques, il y a plein de gens qui se sont dit « trop bien ». Je vais faire des vidéos sur lui pour le traîner dans la boue et vu qu'il va me répondre, ça va donner de la visibilité à mon contenu. Donc je réponds, ça c'est mon fonctionnement par défaut, mais j'ai aussi une réflexion stratégique et puis par ailleurs j'ai mes envies, j'ai mes humeurs. Des fois j'ai envie de mettre des tartes, des fois j'ai envie qu'on me laisse tranquille et j'ai envie de faire mes trucs tranquillement dans mon coin et mon agenda est plus important que l'agenda des petits clowns qui voudraient se frotter à ma jambe. Là je suis en train de parler en jeu, mais comprenez bien que c'est de vous qu'il s'agit. Et pour que ce soit tout à fait clair, je voudrais partager avec vous 2 leçons que je tire de mon expérience d'avoir commencé à répondre régulièrement aux attaques. La première, c'est que la première fois que vous recevez une attaque virulente, une attaque personnelle, par exemple quand vous vous retrouvez avec votre visage sur la miniature d'une vidéo YouTube, avec des propos désobligeants, avec plein de commentaires agressifs, et vous avez un effet de sidération, et cet effet de sidération va vous donner envie de vous cacher. Et là, tout ce qui vient de la morale, un peu développement personnel, du type passe à autre chose, regarde ailleurs, ça va vous donner des justifications, mais en fait, ça ne justifie que votre faiblesse. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand vous commencez à prendre l'habitude de répondre aux attaques, ce sentiment de sidération disparaît de plus en plus rapidement parce que vous commencez à vous blinder. Donc, n'ayez pas peur, c'est normal si au début vous avez peur de répondre, et vous allez très vite vous blinder. La deuxième chose, et c'est peut-être encore plus important, apprendre à vous défendre dialectiquement, ça va vous rendre plus libre et donc plus intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retiennent aujourd'hui de dire ce qu'ils ont vraiment envie de dire parce qu'ils ont peur de devoir en assumer les conséquences. On a peur de déclencher un torrent de ripostes, un torrent de critiques et donc on va se retenir, on va s'auto-censurer par peur des conséquences. Et ça, sur le long terme, c'est ce qui vous rend fade, c'est ce qui vous rend peu intéressant. Et c'est pour ça finalement que quel que soit votre domaine, quel que soit votre secteur d'activité, ne négligez pas votre formation rhétorique et ne négligez pas votre formation dialectique. La vie est trop courte pour être une personne fade. N'attaquez jamais le premier, mais si on vous enquiquine, rendez les coups.